Bonjour à tous et à toutes. Merci Thierry et merci également à Patrick qui a bien préparé ma présentation parce que vous allez retrouver des slides qui sont assez semblables à celles de Patrick. Donc moi j'ai intitulé ma conférence « Le temps de la transformation ». Et je pense qu'effectivement le temps de la transformation du monde de la construction est en train d'arriver. Alors moi, je suis né dans le bâtiment, tout petit. Mon papa était artisan. Je détestais l'école et je suis parti travailler sur les chantiers assez vite. Et j'en ai effectivement vu les difficultés. C'est dur de travailler sur un chantier. J'ai eu la chance, à l'âge de 18 ans, d'aller en Finlande et de découvrir la maison en bois. La maison en bois, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, avec trois choses importantes pour moi. C'est la qualité de vie qu'on peut avoir dans une maison en bois. Tous les gens qui habitent dans une maison en bois vous diront qu'ils ne veulent plus retourner dans une maison normale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'utilisation d'une ressource qui est une ressource renouvelable, parce que quand on fait une maison avec du bois, on coupe un arbre, on en plante 4 à la place, et 30 ans plus tard, on peut recommencer, au lieu de creuser des carrières et utiliser force énergie fossile. Et puis le dernier point, c'est que le bois, c'est léger, ça s'assemble, on sait faire des meubles avec, alors pourquoi pas des maisons qu'on va fabriquer dans une usine. Donc je suis rentré en France et à l'âge de 20 ans, j'ai créé une société qui s'appelle Ossabois, qui est devenue un des leaders de la construction à Ossaturbois en France. Et en 30 ans, j'ai produit à peu près 15 000 logements dans divers domaines que vous voyez ici, de la maison individuelle, de la résidence de tourisme, de la résidence étudiant, des marchés de promotion immobilière. Et donc là, nous avons appris à préfabriquer de manière industrielle des bâtiments pour ce qui concerne l'enveloppe extérieure. Et puis finalement, tout ce qui se passait à l'intérieur du bâtiment, on continue à le faire d'une manière assez classique. Et là, j'ai créé une autre structure pour fabriquer en usine les salles de bain. Parce que les salles de bain, c'est toujours l'endroit complexe. Il y a beaucoup de technologies dans une petite surface. Et pour faire une salle de bain sur un chantier, il faut 6 ou 7 corps d'État qui ont du mal à se coordonner, alors que finalement, on peut les avoir dans une usine et c'est beaucoup plus efficace. Au bout de 30 ans, j'ai cédé le groupe au groupe Bouygues. Et j'avais une question qui me trottait dans la tête et qui me taraudait. C'est, en fait, pendant toutes ces trentaines d'années, j'ai été parmi de nombreuses entreprises qui ont essayé de faire évoluer la construction industrialisée. Alors moi, c'était l'Ossaturbois, mais il y en a d'autres qui ont fait de la construction modulaire, de la construction métallique, de la construction béton. Mais on ne peut pas dire que l'industrialisation ait révolutionné véritablement le marché de la construction. Ça reste encore très minoritaire et ça me fait poser question parce que beaucoup de gens qui ont investi, qui ont créé des usines, qui ont mis de l'argent, qui ont mis de l'intelligence et finalement, ça reste quelques pourcents du marché. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout que ce qui me préoccupait avec la construction bois dès le départ ne fait que s'accélérer. On a une démographie galopante, une urbanisation galopante, c'est rien de le dire, puisqu'on dit que d'ici 2050, 80% de la population vivra en zone urbaine. On a des progrès sociaux qui font que les pays du tiers-monde sont en train de monter et de consommer également. Les modes de vie changent. Et tout ça, ça nous met une planète sous haute tension. Et la construction porte une part de responsabilité très lourde là-dedans, puisque le bâtiment, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on n'a pas le choix. Il faut apprendre à construire des bâtiments beaucoup plus performants et il faut le faire très vite. L'année dernière, j'ai créé Orsite, qui est donc une revue spécialisée dans la construction industrialisée et préfabriquée. Alors pourquoi est-ce que je l'ai appelé Orsite? En fait, j'ai simplement fait la traduction du terme anglo-saxon de off-site building. Les anglo-saxons ont pas mal d'avance sur nous dans ce domaine-là. En gros, ils disent qu'il y a deux manières de construire. Il y a une manière traditionnelle que tout le monde connaît. Je coule du béton sur le chantier, j'empile des parpaings ou des briques. Et ça, c'est une vision chantier. Il y en a une deuxième, c'est je préfabrique des éléments dans une usine, je vais pouvoir le faire dans de meilleures conditions, utiliser des outils
peut-être plus efficace. Et ces éléments, je vais les transporter sur le chantier et sur le chantier, je vais les assembler. On est dans une vision de préfabrication et ça m'a paru extrêmement intéressant. Donc j'ai décidé d'amener ce concept-là en France avec donc le magazine. Le numéro 3 vient de sortir. Il y en a un certain nombre d'exemplaires qui sont au stand de la DLR que vous pouvez récupérer, bien entendu. Et puis on fait aussi des séminaires à l'étranger. Là, on revient d'un séminaire à Londres où on était avec 45 Français qui sont revenus assez médusés. Alors, dans le monde de la construction, comme l'a très bien dit Patrick, c'est un peu la même courbe. On a un problème majeur, c'est que les prix s'envolent. Et vous voyez, c'est très court, ça fait une vingtaine d'années, où on a une dissociation complète du prix des bâtiments et des revenus. Alors ça c'est pour des familles, mais c'est la même chose pour un département qui veut construire un collège. Et ça s'est fait sur une période très courte. Pourquoi? Parce que depuis 20 ans, on se prend sur la tête chaque année une nouvelle norme de construction. Et construire aujourd'hui, c'est devenu d'une très grande complexité. Alors j'ai la même slide que Patrick encore sur la productivité. Donc là, c'est une manière très générale. C'est la productivité, on va dire, de la construction comparée à la productivité moyenne du monde industriel. On s'aperçoit que là où il progresse, eh bien nous, dans le monde de la construction, on fait plutôt de la marche arrière. Et en fait, on a un problème majeur de productivité. Et ça, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en France, on n'en entend jamais parler. Vous pouvez taper en français sur Google « productivité de la construction », vous allez trouver le désert. Tout va bien. Alors que dans le monde entier, on a pris conscience des problématiques de productivité de la construction déjà depuis longtemps. On en est à un certain nombre de rapports qui ont été écrits par McKinsey, KPMG, Boston Consulting, et le dernier en bas a été mandaté par le gouvernement anglais à une personne qui s'appelle Mark Farmer, qu'on fait venir le 24 mai à Paris, et qui a écrit un rapport qui s'intitule « Modernize or Die ». Clairement, Mark Farmer dit, et tous les autres avant lui également, la productivité de la construction, elle est tellement mauvaise que ça va exploser. Alors un exemple, désolé Patrick, c'est la même chose que toi. Donc la R5, effectivement, dans les années 80, le rétroviseur passager, c'est une option, elle coûte 14 SMIC. La Clio d'aujourd'hui, elle coûte plus que 10 SMIC. Et franchement, moi, j'ai roulé avec une R5 dans les années 80. Je peux vous dire que si on m'avait dit un jour que je roulerais avec une voiture comme la Clio d'aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. C'est juste de la science-fiction. Pendant ce temps-là, dans la construction, un appartement en banlieue dans les années 80, c'était 5 années de salaire. Aujourd'hui, c'est 9 années de salaire. Alors, il y a une part foncière, c'est vrai, mais le coût de la construction a augmenté absolument terriblement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appris à produire la Clio avec 5 fois moins d'heures que la R5. Et c'est un produit qui est beaucoup plus sophistiqué et sur lequel il y a encore beaucoup plus de normes que celles qu'on peut avoir dans le monde du bâtiment. On a simplement changé de mode de production. Et nous, dans le bâtiment, eh bien, en fait, il faut plus d'heures pour produire un logement aujourd'hui que dans les années 80. Et ça paraît quand même ahurissant. Si je me tourne vers vous et tout le matériel, toutes les évolutions que vous avez dans les produits que vous êtes capable d'apporter au monde du bâtiment, c'est le jour et la nuit entre les années 80 et aujourd'hui. On devrait imaginer que tous ces outils, c'est pareil pour les matériaux d'ailleurs qui ont beaucoup évolué, devraient amener de la productivité. Eh bien, il n'en est rien. Il faut plus d'heures aujourd'hui pour produire un logement. Et puis ça va s'accélérer puisque la main-d'œuvre du bâtiment, elle est en train de partir à la retraite. Et que les jeunes, ils n'ont pas tellement envie de venir dans le bâtiment. Une des raisons majeures, c'est que, moi je connais bien les gens du bâtiment, j'ai tout plein de copains qui travaillent sur le chantier. J'ai fait un petit repas avec des amis artisans l'autre jour, parce qu'ils étaient en train de me faire des travaux, et je leur dis, mais vous voyez bien, il n'y a rien qui marche comme prévu, et vous en avez pas marre, quoi. Et ils me disent, mais Pascal, on sait bien ce que tu nous dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y change? Ça a toujours été comme ça. Et ça, les jeunes, ils ne veulent plus l'entendre. Alors, toute cette manque de productivité se traduit par quoi? Une dégradation massive de la qualité. Et là, il y a une slide qui fait peur, c'est celle-ci. Ce sont les statistiques de la SMA-BTP qui sont sorties en fin d'année dernière. La SMA-BTP assure
plus de 30% du monde de la construction, et fait le constat que sur l'année 2016, le coût de la sinistralité, donc engendré par les déclarations de décennales, etc., a grimpé de 75% de plus qu'en 2008. Ça veut dire qu'on est passé à 1,6 milliard d'euros alors qu'on était à 900 millions d'euros en 2008. Qu'est-ce qui va se passer là? On augmente les primes d'assurance de 75%? On est dans le pays qui a le coût le plus élevé d'assurance, avec la garantie décennale qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Et ce système est en train de nous amener à notre ruine. On a un problème majeur. Et ça commence à exploser. On a une entreprise qui s'appelle Carillon, en Angleterre, qui vient de mettre la clé sous la porte et qui laisse 40 000 personnes sur le carreau. Donc il serait peut-être temps de s'intéresser à la productivité de la construction. Et l'industrialisation, c'est sans doute une des voies de progrès. Alors ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous avez ici la Maison du Bonheur inventée par Jean Prouvé suite à l'appel de l'abbé Pierre après l'hiver 54, qui était une maison géniale, complètement préfabriquée, avec, vous le voyez, la salle de bain qui était au milieu, qui arrivait même avec les casseroles et qui était porteuse de la charpente. En fait, Jean Prouvé en a construit 2. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'à l'époque, il fallait impérativement avoir une fenêtre dans la salle de bain. Comme la salle de bain était au centre, on ne l'a pas autorisé à construire. Donc les gens, ils pouvaient mourir dans la rue, mais ils ne pouvaient pas avoir une maison sans fenêtre dans la salle de bain. Ça, c'est le poids de nos réglementations. L'industrialisation de la construction, il faut bien le comprendre, c'est une véritable révolution. Pourquoi est-ce que je vous montre Elon Musk? Parce que la question que je me suis posée longtemps, mais pourquoi est-ce que c'est un type qui ne vient pas de l'automobile qui nous invente la Tesla? Pourquoi est-ce que ce n'est pas BMW ou Renault? Eh bien, tout simplement parce que c'est un nouveau modèle économique. Les voitures à moteur thermique, on les vend au plus juste prix parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et puis, on se rattrape sur la maintenance et sur les pièces détachées. Voiture électrique, pas de maintenance, pas de pièces détachées, le modèle économique est complètement différent. C'est la même chose pour la construction hors site par rapport à la construction traditionnelle. Le modèle économique est différent. Ici, vous avez en fait toutes les évolutions qui sont en train d'arriver dans le monde de la construction. Tu en avais une un petit peu comme celle-ci, Patrick, où on voit en numéro 1, ce qui est en train d'évoluer effectivement, c'est la préfabrication et la construction modulaire. En numéro 2, les matériaux avancés. En numéro 3, les imprimantes 3D. En numéro 4, les équipements autonomes. Et là, vous êtes complètement concernés, bien entendu. Le 5, la réalité augmentée, les big data pour le 6, les objets connectés, le cloud et puis le BIM. Donc vous voyez, ce n'est pas juste le BIM, c'est un ensemble absolument incroyable de technologies qui sont en train d'avancer ensemble. Et moi, je vais vous parler plus particulièrement de la construction du numéro 1, préfabrication et construction modulaire. La construction hors site. En fait, c'est une question de culture. Si on veut changer, il faut changer la culture. On a aujourd'hui une organisation de l'industrie du bâtiment qui est centrée sur le chantier. Tout le monde pense chantier. Et en fait, il faut réussir à apprendre à penser industrie, à penser préfabrication. Et c'est vraiment un changement important. C'est possible, mais c'est vraiment un changement important. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, au lieu de faire ce bâtiment comme celui-ci sur le chantier de manière traditionnelle, on va le fabriquer dans une usine. On va fabriquer des éléments dans des usines qui peuvent être incroyablement efficaces, transporter ces éléments et les mettre en œuvre sur le chantier. Vous voyez par exemple ici, c'est aux Pays-Bas, une entreprise qui amène même le système d'échafaudage qui va permettre de faire la finition sur la façade. C'est-à-dire qu'on a 0 échafaudage par exemple ici. Et les gens travaillent dans une sécurité comme jamais. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va faire de la construction hors site? On va améliorer les délais. Les délais, c'est absolument incroyable. On peut diviser par 2, voire par 3 les délais de construction. On va augmenter terriblement la qualité de construction, les performances du bâtiment. On va être capable de baisser les coûts et vous allez voir que ça peut être assez spectaculaire. On va beaucoup être dans bien sûr l'environnemental parce que par exemple dans une usine, on sait gérer beaucoup mieux les déchets qu'on va savoir les gérer sur le chantier. Sur le chantier, j'ai besoin de 12 plaques de plâtre, j'en amène 15 parce que je sais qu'il y en a une qui risque d'être cassée, une autre qui risque de disparaître.
Et les 3, finalement, elles ne vont pas revenir à l'usine, elles vont partir dans la benne. Donc l'aspect développement durable est extrêmement efficace avec la construction hors site. La santé, la sécurité aussi. Le design, on pense souvent que si je préfabrique, je vais faire des choses finalement qui vont être toutes répétitives et qui vont être moches. Vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Et puis on va pouvoir amener la formation aux jeunes qui sont très sensibles à ces nouvelles approches. Mais il faut comprendre que ça doit être une approche résolument nouvelle dès le début du projet. Et les anglo-saxons, ils ont un terme pour ça, ils appellent ça le DFMA, c'est le Design for Manufacture and Assembly. Je conçois pour préfabriquer et ensuite assembler. Je ne conçois plus pour le chantier. Alors ça peut prendre diverses formes. On peut faire de l'ossature bois, on peut faire des cellules de salle de bain, on peut faire de la construction modulaire. On peut le faire avec du bois, de l'acier, du béton, on peut mélanger les trois. Et plus je vais aller vers la droite et vers la construction modulaire, plus j'ai la possibilité d'améliorer ma productivité. Et là, il faut que je vous raconte une petite histoire qui m'a été racontée par un vieux monsieur de l'automobile qui a fait 40 ans de carrière chez Renault, qui était directeur de grandes usines et qui a commencé avec la 4L. Et qui m'a raconté l'histoire de l'automobile parce que je le questionnais là-dessus, je trouvais ça excessivement important. Donc on commence au début de l'automobile où on enlève le cheval et puis on met un moteur à vapeur à la place. Il y a une étape importante qui est la Ford T de Henry Ford qui démocratise complètement l'automobile, la traction avant. Ce qui nous intéresse sur cette slide, c'est les années 80. Dans les années 80, pour ceux qui ont mon âge, se souviennent qu'en Europe, on a à cette époque-là des fabricants de motos. On a des motos italiennes, on a des motos anglaises, on a des motos allemandes, même encore une ou deux françaises. Et en moins de 10 ans, la totalité des fabricants de motos disparaissent au profit des motos japonaises. Honda, Suzuki, Yamaha. Et là, les constructeurs de voitures se disent « mais si ces Japonais nous font la même chose sur les voitures, on est juste tous morts ». Donc ils ont fait des avions, ils ont envoyé des ingénieurs au Japon pour comprendre comment les Japonais faisaient pour arriver avec des produits d'un rapport qualité absolument incroyable. Ils arrivaient déjà à l'époque avec des voitures qui vous garantissaient 100 000 km. J'ai vu maintenant une nouvelle publicité où ils les garantissent 1 million de kilomètres. Et qu'est-ce qu'ils découvrent au Japon? Ils découvrent qu'on utilise les techniques du Lean Manufacturing et du Lean Management, qui ont été mises en place chez Toyota, on appelle le Toyota Production System, qui sont devenus aujourd'hui des méthodes éprouvées et utilisées dans le monde entier. Et donc, ils reviennent avec ces techniques-là. Mais ils ont découvert une deuxième chose, qui est excessivement importante. À cette époque-là, les constructeurs auto, en Europe, pratiquent des méthodes d'achat excessivement dures avec leurs sous-traitants. Les sous-traitants sont plutôt de petite taille, ils sont mis sous une telle pression qu'ils ne peuvent pas investir, qu'ils ne peuvent pas faire de recherche et développement, et qu'ils arrivent même à produire des pièces de qualité pas terrible. Et ces pièces de qualité pas terrible, bien sûr, nous, on va les intégrer dans nos voitures. Et au final, on a des voitures qui sont de qualité pas terrible. Et on pense que c'est la bonne méthode. On fait tous comme ça. On pense que c'est comme ça qu'on va apporter le meilleur service à notre client. Et on se rend compte qu'au Japon, ça ne se passe pas du tout comme ça. On se rend compte que les sous-traitants sont plus gros, ils sont moins nombreux, et on va faire un travail, les constructeurs vont faire un travail avec eux, gagnant-gagnant. Je choisis parmi les 3 ou 4 capables de faire mes sièges, celui qui me paraît le plus performant, répondant au cahier des charges que j'ai fixé, et on va faire un travail ensemble pour réussir à produire la meilleure voiture qui soit. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est exactement où nous en sommes aujourd'hui dans le monde de la construction. Pression sans fin des plus gros acteurs sur les sous-traitants qui ne peuvent pas investir, qui ne peuvent pas faire de R&D. Et ce qui est grave, c'est qu'à l'étage au-dessus, on ne fait pas de R&D non plus. Donc on est dans une spirale vers le bas et la sortie elle risque d'être fatale. Donc il faut changer. Patrick a aussi parlé de la numérisation. Et là, effectivement, on voit où on en est au niveau de la construction. On voit que même l'agriculture est loin, loin, loin devant nous. Alors vous allez me dire, le BIM arrive et le BIM va nous sauver. Alors le BIM, c'est un outil absolument extraordinaire. Mais avant que le BIM puisse rendre les effets que tout le monde attend,
il va falloir apprendre à travailler autrement. Patrick l'a dit, mode collaboratif, et peut-être aussi accepter, et j'en reparlerai tout à l'heure, un mot qu'on déteste dans le bâtiment, qui est le mot standardisation. Alors pour moi, je me suis posé la question, mais c'est quoi au fait le digital et le numérique? En fait, le digital et le numérique, c'est le code. C'est ce que nos enfants, c'est ce avec quoi nos enfants y jouent, c'est les geeks. C'est pas Word et Excel. Dans le monde de la construction, on a tous 2 ordinateurs et puis on fait du Word et du Excel. Non, le numérique, c'est le numérique intelligent qu'on a dans nos iPhones. C'est Waze qui me trouve ma route toute seule, c'est Deezer qui me donne la musique que j'ai envie d'entendre, etc., etc. Alors, est-ce que c'est possible, ça, dans le monde du bâtiment? Voilà un exemple australien de gens qui ont digitalisé, en fait, récupéré toutes les données digitales d'une ville. J'ai une parcelle de terrain sur laquelle je veux construire un bâtiment. Eh bien, j'ai un algorithme qui passe en revue toutes les solutions possibles et imaginables, qui va tenir compte des critères d'ensoleillement, de surface mètre carré, etc., etc., et qui va m'apporter en un temps absolument incroyable, puisque 3000 configurations à l'heure, les meilleures solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la construction hors site? Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le faire avec 400 ou 500 personnes. Quand je le fais en petit groupe, je demande, d'après vous, quels sont, sur cette photo, les bâtiments qui sont construits hors site? Alors, en fait, il y en a 2 qui ne le sont pas. C'est le numéro 1, qui aurait pu l'être. Et le numéro 6, franchement, je ne sais pas s'il aurait pu l'être. Peut-être que oui. Tous les autres sont des bâtiments construits hors site, c'est-à-dire fabriqués dans une usine, transportés et assemblés. Voilà le quartier vu de dessus, c'est à Wembley, à Londres, à côté du stade. On a le numéro 2 qui est un hôtel Novotel de 10 étages. On a le numéro 3 qui est une tour de logement plutôt haut de gamme. Le 5 qui est une résidence étudiant et le 6 qui est également une résidence étudiant. C'est une tour de 30 étages qui a reçu un grand prix de l'immobilier l'année dernière. Vous voyez, on a au centre un noyau béton et puis ensuite tous les modules qui ont été fabriqués en usine et assemblés extrêmement rapidement. Et on voit une architecture absolument remarquable. Ce sont des gens qui font de la construction modulaire depuis une dizaine d'années, qui ont mis au point un concept leur permettant de faire des tours. Celle-ci fait 30 étages, la prochaine, ça va être 44 étages. Ils ont le permis de construire, ils sont en train de démarrer les fondations. On a une équipe avec un promoteur constructeur, un cabinet d'architectes, un fabricant de modules. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la construction hors site, tout comme le BIM tout à l'heure, va rabattre les cartes des différents acteurs. J'ai parlé au début des difficultés de la construction, de la, comment dirais-je, de la faiblesse de la productivité. Il y a des gens qui ont appris à gagner leur vie avec ça, et notamment les entreprises générales. Les entreprises générales, quand elles prennent, par exemple, un hôpital à réaliser, vont mettre, avant de démarrer le chantier, sur place, dans des bases vie, des ingénieurs. Moi, j'ai vu celui de Clermont-Ferrand, par exemple, il y avait 60 ingénieurs qui faisaient un travail de synthèse de tous les éléments qui arrivent de tous les côtés, de l'architecte, des bureaux d'études, etc. On fait un travail de synthèse. Ensuite, on va faire un travail de coordination pour coordonner les 200 ou 300 entreprises qu'on va avoir sur le chantier. Et pour faire ce travail-là, bien sûr, l'entreprise générale, elle a besoin d'avoir des ressources. Elle va donc prendre une marge sur ses sous-traitants et on est dans la spirale vers le bas de la pression sur les sous-traitants. Ici, avec la construction hors site modulaire, la valeur ajoutée, elle est essentiellement chez le fabricant de modules. Donc si l'entreprise générale considère que le fabricant de modules est un sous-traitant comme un autre et qu'elle veut prendre une forte marge dessus, il y a beaucoup de chances que, en fait, ils n'arrivent pas à un prix compétitif. Notamment quand ils vont trouver des acteurs comme ceux-ci en face d'eux. Ici, on a des gens qui ont fait un deal, qui ont des capitaux croisés et qui font chacun leur job et vivent chacun avec leur job. Tide vit avec la promotion immobilière et le contractant général, et Vision Modular vit avec la fabrication de ces modules.
570 logements livrés en moins d'1 an. On a mis 5 mois pour sortir la plateforme béton. On est dans un site très contraint, dans un angle de rue, il y a absolument 0 terrain autour. D'ailleurs, on va le voir, la construction hors site se développe incroyablement en zone urbaine, grâce à ça, parce qu'on va réduire considérablement les nuisances. Au bout de 5 mois, la plateforme est faite, le noyau central est fait, on va commencer à poser les premiers modules, et en moins de 6 mois, on a réussi à livrer l'opération. C'est 1 an de gagné, c'est 5 millions de livres de gagnés par rapport à une construction traditionnelle. Alors autant vous dire que Monsieur le maire de Londres est content d'avoir 570 logements étudiants 1 an plus tôt, et que le promoteur constructeur qui a réussi à livrer son opération 1 an plus tôt, c'est 5 millions de livres de loyers encaissés plus rapidement. Donc autant vous dire que les opérations tournent à merveille, que les entreprises que je vous ai citées là sont des entreprises qui font des résultats absolument étonnants et qu'on trouve de manière peu courante dans le monde de la construction. Vous voyez, ça va vite. Alors vous voyez d'ailleurs ici, vous avez vu les échafaudages. Quand on va aussi vite, bien sûr, il faut avoir des outils et des matériels qui vont suivre le rythme de la construction. L'architecte, par exemple, de cette opération nous a expliqué qu'au moment de la conception de son bâtiment, il a intégré la dimension des échafaudages sur mât de manière à avoir toutes les zones couvertes et à être le plus efficace possible. Quand on parle de collaboration, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Autre exemple, c'est un hôtel qui est aussi à Londres, dans un endroit absolument incroyable, il domine la tour de Londres et Tower Bridge, sur un terrain extrêmement concis. On avait un bâtiment de 4 étages qui était à cet endroit-là, et la parcelle de terrain était à vendre, au plus offrant bien entendu. La plupart des acteurs qui ont répondu en concurrence à Citizenm ont conçu des bâtiments construits de manière traditionnelle, en béton, et donc ils pouvaient faire 4 étages. Pourquoi? Parce qu'en dessous du bâtiment, il y a la station de métro de Tower Hill, et donc on ne peut pas surcharger. Citizenm est arrivé avec une technologie de modules fabriqués en usine, beaucoup plus léger. Ils ont donc pu faire 9 étages. 9 étages, ça leur a permis de faire 370 chambres, là où les autres en faisaient 120. Je ne vous explique même pas le bilan de l'opération. Ils ont pu faire un chèque, bien sûr, beaucoup plus gros pour acheter le terrain. Voilà ce que l'on peut obtenir avec la construction hors site. Voilà ici Citizenm qui est en train de s'exporter dans le monde entier aujourd'hui. On est à New York sur la construction d'un hôtel de 21 étages. Vous voyez le module qui a été produit en Pologne, qui intègre 2 chambres, plus la circulation entre les 2 chambres. Et on est capable de monter jusqu'à 26 étages avec ce système. Donc un hôtel qui va faire aussi à peu près 500 chambres, qui va être construit en moins d'1 an. Je ne vais pas le laisser aller jusqu'au bout. Si. 21 étages à New York. Opération absolument remarquable. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller de voir un jour un hôtel Citizenm, faites l'expérience. Vous allez voir la qualité de ces hôtels sont absolument incroyables. Et si je ne vous avais pas dit qu'ils étaient fabriqués en usine, jamais une seconde vous pouvez l'imaginer. Autre exemple, c'est à Londres, une réhabilitation d'un ancien immeuble appartenant à l'État qui a été vendu, racheté par Four Seasons, qui en a fait un développement très haut de gamme. On a un parking souterrain avec un ascenseur qui est dimensionné pour les Rolls-Royce. Et on a construit avec 360 modules qui ont été fabriqués en usine dans un délai absolument étonnant. Ici, on est à Melbourne, un petit immeuble de 9 étages, construit en 5 jours. Vous voyez la taille des modules. Ce qui est intéressant, c'est que l'acteur qui a construit cette opération, c'était un coup d'essai.
Il s'appelle Hickory Group et il s'intéressait à d'autres marchés dans des sites extrêmement contraints, notamment à Melbourne, sur le long d'une voie qui s'appelle la Tropp Street, où on a une circulation incroyable et on a en plus le tramway. Donc on doit construire en ayant bien sûr un minimum de nuisances. Et voilà ce qu'ils ont fait. La tour de gauche, elle est construite, elle est terminée, elle est livrée. Vous voyez le chantier en cours de construction. Ils livraient les modules la nuit à raison d'un étage par nuit. Et ils sont en train de commencer celle de droite. D'autres exemples aux Pays-Bas, sur de l'hôtellerie. Vous voyez les technologies de modules. Ici, on est sur de la technologie, on mixe du béton et du bois, le plancher en bois, le plancher en béton, le reste en bois. On a même des spécialistes pour la construction d'hôpitaux. Ça, c'est un Allemand qui s'appelle Cadolto et qui livre des hôpitaux complets en France, y compris et surtout les endroits les plus complexes, comme les salles d'opération qui sont fabriquées complètement en usine. Plus c'est complexe, plus on a intérêt à faire en usine. Ici, c'est un quartier que nous avons visité il y a une quinzaine de jours à Londres. C'est une des plus grosses opérations de construction bois au monde aujourd'hui, dans laquelle on utilise un matériau qu'on appelle le CLT, le Cross Laminated Timber. En fait, c'est des grands panneaux de contreplaqué dans lesquels on va découper des murs, des planchers et assembler des bâtiments. Donc on n'est pas en modulaire, mais on est bien dans une vision de design for manufacture. La réhabilitation également, ça, ce sont des Hollandais qui s'appellent Energiesprong, qui ont déjà réhabilité aujourd'hui 5000 maisons. En fait, l'objectif, c'est de passer de la photo de gauche, où on a des maisons qui sont des passoires thermiques, à des maisons à énergie positive. En fait, on vient préfabriquer des façades, préfabriquer des toitures avec des panneaux photovoltaïques, préfabriquer un système d'énergie, et on passe de l'un à l'autre avec les gens qui habitent à l'intérieur en 3 semaines. C'est absolument spectaculaire. On a des Espagnols qui nous font des surélévations centre-ville, les plus beaux appartements de Barcelone, on vous les fabrique en usine, on vous les pose sur un toit. Ils sont en train d'arriver à Paris. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça peut marcher si on comprend qu'on rentre dans l'industrie et l'industrie est capable de passer de la R5 de tout à l'heure à la Clio d'aujourd'hui par l'amélioration continue. L'amélioration continue, il y a un mot désagréable pour le bâtiment, c'est le mot standard. Parce que quand on parle de standard dans le bâtiment, on nous dit « Ah oui, mais vous allez nous faire tous les mêmes maisons », comme M. Ford faisait toutes les mêmes voitures. Alors c'est vrai que vous connaissez la phrase célèbre d'Henry Ford qui disait « Vous pouvez avoir la couleur que vous voulez à condition qu'elle soit noire ». Alors pourquoi? Parce que la couleur noire, c'est celle qui coûtait le moins cher, celle qui séchait le plus vite. Et Henry Ford a réussi à réduire le coût de la Ford T en 20 ans de 850 $ quand elle est sortie à 350 $ 20 ans plus tard. Mais ça, c'est l'automobile d'il y a un siècle. L'automobile d'aujourd'hui, c'est plus ça du tout. C'est le système plateforme, c'est ce qu'on appelle le mass customisation. J'ai pris l'exemple Volkswagen, on pourrait les prendre tous, ils ont tous les mêmes. Volkswagen a la plateforme qui s'appelle MQB, avec lequel il a produit 3 millions de voitures l'année dernière. Ça va de la Skoda Fabia jusqu'à la Porsche Macan. Et chaque usine du groupe Volkswagen est capable de produire par heure 60 voitures absolument différentes. Alors j'aime bien cette slide qui va parler à Patrick parce qu'il a parlé un petit peu de la même chose tout à l'heure. Ça, c'est l'architecte qui a fait la grande tour de 30 étages de haut à Wembley, qui nous dit, nous, en fait, on double notre chiffre d'affaires chaque année en construction hors site. Et on va vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on gagne beaucoup d'argent à le faire. On a compté et on a fait le comparatif entre une opération de construction traditionnelle et une opération hors site. En bleu, la construction traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Au début, on fait la conception. Et dans notre logique, on ne va jamais jusqu'au bout des choses. Par exemple, je vais prévoir de la faïence. Je vais décrire que c'est de la faïence, je vais dire à mon économiste qu'elle coûte 30 €, mais je ne vais pas la choisir, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Résultat des courses, quand le chantier démarre, en fait, vous voyez la courbe en bleu, on recommence la conception finalement une deuxième fois. En construction hors site, si je veux que mon module il arrive avec la faïence, il faut que j'aille jusqu'au bout et que je fasse le choix de la faïence, de sa couleur, de sa dimension.
Et du coup, une fois que c'est fait, c'est fait. Et on voit la courbe jaune qui a effectivement une masse de travail importante au début, mais ensuite c'est fini. Et comme ça va 2 fois plus vite, le résultat, c'est que c'est 70% d'amélioration de productivité. Ça, c'est valable pour l'architecte, pour tous les bureaux d'études, pour le maître d'ouvrage et pour toutes les entreprises. Alors, des exemples de gens qui réussissent admirablement en utilisant toutes ces technologies. Un promoteur anglais qui utilise l'industrialisation et le design pour faire des maisons qui sont 25% plus grandes que ses confrères pour le même budget. À l'envers, on a un acteur scandinave qui, lui, dit « Non, les maisons sont trop chères, nous, on veut baisser le prix ». Et qui réussit à faire des maisons qui sont 25% moins chères que les concurrents et qui, en plus, viennent de recevoir un prix, en 2017, des clients les plus satisfaits de toute la promotion immobilière en Suède. Et ce constructeur-là, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Ikea, qui produit actuellement 1300 logements par an. Ça, c'est la courbe de croissance. Ils avaient prévu en bleu une courbe de croissance qui les amenait à 1300 logements en 2020. Ils sont déjà en vert à 1300 logements aujourd'hui. Donc, ils viennent de recaler leur courbe à 2000 logements sur 2020. Ils sont tellement en décalage par rapport au marché traditionnel qu'ils arrivent à faire des choses assez étonnantes. Par exemple, ils ont quasiment supprimé les vendeurs. Ils ne cherchent pas à vendre. Ils construisent. Quand ils ont un peu avancé sur la programmation, ils invitent les gens à venir à une réunion un soir dans un magasin Ikea. Et là, les gens qui viennent ont le droit d'écrire leur nom sur un bout de papier, mettre le bout de papier dans une urne. Et ils vont être tirés au sort pour avoir le droit d'acheter. Il y a en général 5 à 6 fois plus de papier dans la boîte que d'appartements à vendre. En 1 heure, c'est vendu. Ce qui est en train d'avancer aussi extrêmement vite en construction hors site, c'est l'hôtellerie. Vous avez un acteur comme Marriott aujourd'hui qui produit un hôtel sur 4 en construction hors site et qui s'est d'ailleurs associé avec Ikea sur une marque nouvelle qui s'appelle Moxy, qui a déjà produit aujourd'hui une 40aine d'hôtels, qui va en produire 200 en Europe. Et Ikea est actionnaire d'une usine qui se situe en Italie, qui produit les chambres modulaires en bois, qui livre dans toute l'Europe. Ils ont déjà produit 33 000 chambres. Et là, vous avez une chambre d'hôtel Marriott. Là, c'est un AC Hôtel. Splendide. Vous avez l'hôtel qui va être construit à partir de ces chambres en Floride. Et la chambre que vous voyez là, en fait, eh bien, nous sommes dans l'usine en Pologne. Je vous disais tout à l'heure que la construction hors site allait rabattre les cartes. Qu'est-ce qu'on voit arriver? Un assureur, par exemple, très gros assureur anglais qui s'appelle Legal & General, qui vient d'investir 65 millions de livres dans une usine pour produire 5000 maisons. À côté, un bailleur social qui, il y a 15 ans, est devenu promoteur, il y a 10 ans est devenu constructeur, et cette année, 2017, vient d'investir dans une usine pour produire ses propres maisons. À gauche, un fabricant de modules, comme vous les connaissez, qui ont commencé par faire des bases vie, qui ont commencé par faire du modulaire temporaire, et qui, petit à petit, sont allés vers le modulaire permanent, qui ont commencé à faire une petite école ou une crèche, et qui ont appuyé sur l'accélérateur parce qu'en Angleterre, le gouvernement a appuyé sur l'accélérateur de la construction hors site très fort. Et cet acteur-là, aujourd'hui, il s'appelle Portakabine, il est connu en France, il rivalise et il prend des marchés à tous les majors en Angleterre. Ils viennent de construire la plus grande école jamais construite en Angleterre à partir de construction modulaire. On a également un promoteur qui vient également d'investir dans une usine. Mais vous allez me dire, si on sait produire des modules et les transporter, est-ce que le risque, ce n'est pas qu'on puisse les transporter depuis beaucoup plus loin? Là, nous avons un acteur qui s'appelle CIMC, qui est le plus gros fabricant mondial de containers maritimes. C'est une société énorme qui fabrique aussi les porte-containers. Ils possèdent 1 million de mètres carrés d'usine. Et ils se sont dit, ah oui, mais le container, c'est quand même un marché en déclin, parce qu'on va arrêter de transporter les marchandises d'un côté à l'autre du monde.
Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec notre million de mètres carrés d'usine? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des bâtiments avec? Ils sont intéressés à ça déjà depuis 2004. Et ils ont appris, par exemple, à faire des hôtels. Donc là, vous avez une technologie de container maritime, mais le container est beaucoup plus gros. Il fait 1,5 fois la taille d'un container maritime. C'est assez malin parce que ça permet de mettre 2 containers comme ça sur 3 containers maritimes classiques. Et bien sûr, la chambre, elle arrive, elle est 100% terminée. Ce qui veut dire que la couette, la moquette, la télévision, ce sont des produits chinois qui, une fois livrés et assemblés sur le chantier, vont vous donner ça. Ça, c'est un hôtel qu'ils ont livré l'année dernière à Manchester. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai parce qu'ils ont déjà livré 50 000 chambres d'hôtel dans le monde. Ils sont en train de construire 50 hôtels au Royaume-Uni et ils savent monter jusqu'à 30 étages de haut. Une résidence étudiant, 800 modules, 1300 chambres posées en 3 mois. Vous imaginez les capacités de production avec 1 million de mètres carrés d'usine. Et puis, ils s'intéressent au logement. Allons encore un petit peu plus loin. Est-ce qu'on ne pourrait pas produire avec des robots en usine? Ça, c'est en Thaïlande, sur une technologie de Toyota. Toyota, au Japon, fabrique beaucoup de maisons. Avec, par exemple, des robots comme ceci. Un petit robot comme ça, aujourd'hui, ça coûte 15 000, 20 000 euros. Ça, c'est une usine qui est en Hollande, qui travaille sur les marchés de réhabilitation. Ils ont une dizaine d'usines comme ça, de machines comme ça dans l'usine, qui travaillent 24 heures sur 24 et qui ont un degré de précision millimétrique. Et puis, il y a de nouveaux acteurs qui risquent bien d'arriver. Vous avez entendu parler de ça, Google veut faire ça, Google Town. Ils viennent d'acheter un terrain à Toronto. Facebook, idem. Airbnb veut construire 2000 bâtiments. Amazon également. Ces gens-là, qui ne s'étaient pas du tout intéressés à nos métiers, parce que c'est des métiers complexes, avec les pieds dans la boue, sont en train de s'intéresser au métier de la construction. Il y en a un qui vient d'arriver, qui s'appelle Michael Marks. Michael Marks, il a été PDG par intérim de Tesla, et il a été PDG pendant 20 ans de Flextronics. Il a fait construire sa maison il y a 4 ou 5 ans. Et une de ses remarques, ça a été de dire « Mais ils sont barges dans ce métier. Ils jettent la moitié de la camelote dans une benne dehors. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Là, il y a de la productivité à trouver. Donc, il a réuni autour de lui un panel d'acteurs, de copains, et ils ont créé Catera. Catera, c'est objectif, disrupter complètement le monde de la construction. On ne va pas y aller par 4 chemins, on va faire en grand de A à Z. C'est les États-Unis. On embauche 100 architectes, on embauche 100 ingénieurs, on construit 4 usines. Ils existent depuis 3 ans, ils ont levé 865 millions de dollars. Ils sont valorisés aujourd'hui 3 milliards de dollars, ils ont 1,5 milliard de commandes. Il faut savoir que le groupe Bouygues, sur la partie construction, est valorisé 15 millions. Ça, ce sont les GAFA qui sont en train d'arriver. Alors, et nous, on va aller vite. La France, on a un peu de retard. Déjà, on ne sait pas que dans certains pays, la construction hors site, c'est même plus un choix, c'est obligatoire. À Singapour, si vous voulez construire sur le territoire de Singapour, on vous dit oui, à condition que 65% du bâtiment soit construit en usine. C'est comme ça que le groupe Bouygues vient de prendre un marché de 2 tours de 140 mètres de haut, que vous avez sur la photo de gauche, qui ont été construits avec des modules fabriqués en Malaisie. Le maire de Londres vient de prendre la même disposition et New York également. Les Anglais, ils ont braqué angle droit. Voilà leur plan de construction écrit en 2012. À horizon 2025, on doit construire 33% moins cher, 50% plus vite, 50% moins de gaz à effet de serre et travailler sur les imports. Et bien sûr, c'est encore plus d'actualité avec le Brexit. Vous savez, nous, vous avez entendu parler de ça? Notre président Macron qui nous dit « Moi, je vais baisser les appels de 5 €. » Et vous, bailleurs, vous allez baisser vos loyers de 5 €. Et vous, gens de la profession, démerdez-vous pour améliorer votre productivité. 5 €, ça doit bien se trouver. Le problème, c'est que là, on est dans la mesurette et on va essayer de faire mieux. Les Anglais, ils sont dans la rupture. On ne peut pas continuer à faire comme on faisait. Et on a, nous, un besoin urgent de faire cette prise de conscience. Alors, on fait quand même de la construction hors site en France. Il y a eu notamment avec les CROUS, des résidences étudiantes qui ont été fabriquées en construction modulaire. Voilà 4 exemples splendides. Si vous allez visiter les résidences, vous n'imaginez pas une minute qu'elles aient pu être fabriquées en usine. Les délais ont été divisés par 2 à minima et l'exploitation de la part des gens du CROUS est absolument incroyable. Ils adorent ces résidences.
On voit aussi des établissements scolaires qui sont en train d'arriver. Vous avez le collège de Clisson à gauche, un collège réalisé par Cugnot en moins de 6 mois dans le cœur de Lyon. On loge même les sénateurs. Le Sénat doit être réhabilité complètement et l'entreprise Cugnot a installé dans la cour du Sénat, en 4 semaines, 4000 m² de bureaux d'un confort incroyable dans lequel les sénateurs nous disent même être bien plus confortables que dans les bâtiments du Sénat. On a l'association de la CIM que vous connaissez, qui aujourd'hui regroupe un certain nombre d'entre vous et des fabricants modulaires tels que Algeco, Cugnot, etc. etc. Pour moi, cette association a un rôle excessivement important dans l'avenir de la construction hors site. Et par ailleurs, je suis en train de travailler à développer en France une école spéciale qui va former à la construction hors site, parce que tout le monde est formé au bâtiment sur le chantier et que ça manque véritablement. Maintenant, pour ce qui vous concerne, j'imagine, j'ai juste une slide, parce que j'imagine que dans tout ce que vous avez vu, vous avez vite réagi, vous vous êtes dit « Ah, les grues, ah, les camions, ah, les échafaudages, etc. » Il y a des sujets dans tous ces éléments-là, bien entendu, sur lesquels vous allez réfléchir. Mais je voulais terminer sur une autre note. Je voulais terminer par Blablacar. Moi, j'ai des enfants et des neveux et nièces qui ont entre 18 et 30 ans. Il y en a 8 sur 10 qui n'ont pas de voiture. Il y en a 5 sur 10 qui n'ont même pas le permis et puis qui n'ont absolument aucune envie de le passer. Il y en a une qui a même acheté une voiture, qui l'a revendue, elle m'a dit « mais c'est infernal, les PV, les points, etc. etc. » Donc en fait, les enfants aujourd'hui, ils sont intéressés par l'usage et plus par la propriété. C'est vrai pour l'automobile, est-ce que ça ne va pas être vrai demain pour le logement et pour les bâtiments? Alors je vous montre ici un petit exemple. C'est une société américaine qui s'appelle Casita, qui a inventé un module qui fait 40 m². Et ce module, c'est un logement pour une personne seule ou un couple. Mais je peux choisir de l'acheter, et puis je vais le mettre dans mon jardin. Et puis je peux aussi demander à Casita de me l'installer dans le cœur de Toronto. Casita, ils ont installé, comme vous le voyez sur la droite, des espèces de structures métalliques dans lesquelles on va venir plugger le Casita. Et j'arrive avec toutes mes petites affaires, et je suis à Toronto, puis demain, je vais partir à Montréal, et mon Casita, il va partir avec moi. Donc je peux l'acheter, mais je peux aussi être simplement propriétaire de part d'une société qui en possède 1000. Et là, on va amener de la fluidité, un petit peu comme dans les containers maritimes, de la fluidité dans le domaine de l'immobilier. Voilà, un jour je suis à la campagne, le lendemain je suis à la ville. Puis là, il y a un acteur marrant. Est-ce que vous avez déjà mangé des sushis Yo? Des petits chariots là, qui se promènent et qui nous amènent des sushis. Et ben, le type qui a inventé les sushis Yo, il s'est intéressé au logement. Et il s'est dit, ben, moi, je vais, un peu comme Casita, je vais faire un module logement. Et ce module logement, on va pouvoir l'installer et l'assembler pour en faire un bâtiment. Et il a fait un module qui est assez marrant. Vous voyez, on a absolument tout, c'est un module génial. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que vous allez me dire, ah ouais, mais il est où le lit? Ah, alors en fait, comme on est fabriqué en usine, on a un produit qui est d'une qualité absolument extraordinaire. Regardez, c'est splendide. Et puis le lit, ah, bah, il descend du plafond. Ça, j'imagine pas pouvoir le faire, bien sûr, sur mon chantier, mais dans une usine, avec les outils adaptés. Ça marche. Résultat, un produit d'une qualité absolument remarquable. Merci pour votre attention.